Des soldats ivres ont brûlé un ranch isolé en 1873. Un homme a survécu. 50 ans plus tard, un journal intime révèle une vengeance si méthodique qu'elle a changé l'histoire militaire américaine pour toujours. La nuit où les flammes ont dévoré le ranch Carter restera gravée dans l'histoire de l'Ouest américain. Non pas pour l'incendie lui-même, mais pour ce qui s'est passé ensuite. L'hiver de 1873 s'abattit sur le territoire du Wyoming avec une brutalité sans précédent. Des tempêtes de neige interminables balayaient les plaines. Le froid mordant s'infiltrait dans les habitations les plus solides. Le ranch d'Elias Carter se dressait fièrement au pied des montagnes. C'était une propriété modeste, mais prospère. 300 acres de terre fertile. Un troupeau de bovins en bonne santé. Une maison en rondins solide construite de ses propres mains. Elias n'était pas un homme ordinaire dans cette région. Ancien éclaireur pour l'armée, chasseur expérimenté, tireur d'élite réputé. Il avait choisi de s'installer loin des troubles qui agitaient alors les territoires de l'Ouest. Sa femme Martha était une femme métisse, Cheyenne, belle et fière. Leurs 2 enfants, Samuel âgé de 7 ans et Rebecca âgée de 5 ans, grandissaient en apprenant les traditions de leurs 2 cultures. La famille Carter vivait en harmonie avec la nature environnante. Respectés par les tribus locales, tolérés par les colons blancs, ils avaient trouvé un équilibre fragile dans un monde en pleine transformation. Ce matin de janvier, Elias était parti chasser dans les montagnes. Il leur fallait de la viande pour tenir jusqu'au printemps. La neige fraîche faciliterait le pistage du gibier. Il embrassa Martha et les enfants avant de partir, sans savoir que ce serait la dernière fois. Un détachement de soldats du fort Laramie patrouillait dans la région. 6 hommes, sous le commandement du lieutenant James Harrison. Ils étaient censés surveiller les mouvements des tribus hostiles. Mais le lieutenant avait d'autres préoccupations. Harrison était un homme aigri, vétéran de la guerre civile. Frustré par son affectation dans ce territoire sauvage, il nourrissait une haine particulière envers les natifs et les métis. Sa cruauté était connue même parmi ses propres hommes. Ce jour-là, les soldats avaient découvert une réserve d'alcool de contrebande dans un campement abandonné. Ils burent sans retenue toute la journée. L'alcool alimentait leur mécontentement et leur violence latente. En fin d'après-midi, Harrison décida de faire halte au ranch Carter. Il savait qu'Elias était parti chasser. Il savait que Martha serait seule avec les enfants. Ce n'était pas un hasard. Les soldats arrivèrent au ranch alors que le soleil commençait à décliner. Martha les accueillit avec méfiance. Elle connaissait la réputation du lieutenant Harrison. Elle proposa de la nourriture et de l'eau, mais refusa de les laisser entrer dans la maison. Harrison exigea davantage, de l'alcool, un abri pour la nuit, des attentions que Martha n'était pas disposée à offrir. Quand elle refusa fermement, Harrison la traita de sauvage, insolente. Les mots dégradants se transformèrent rapidement en menaces. Martha ordonna aux soldats de partir. Elle tenait un fusil de chasse pour protéger ses enfants qui se cachaient à l'intérieur. Harrison rit de sa résistance. Il donna un ordre silencieux à ses hommes. Ce qui se passa ensuite fut raconté de différentes manières. Selon le rapport officiel, les soldats furent attaqués par une femme hostile et ripostèrent en légitime défense. Un accident malheureux, une tragédie regrettable. La vérité était tout autre. Les soldats encerclèrent la maison. Ils lancèrent des torches enflammées sur le toit en bardeaux de bois. Les flammes se propagèrent avec une rapidité terrifiante. Les cris de Martha et des enfants résonnèrent dans la vallée. Puis le silence, quand Elias revint de sa chasse. Il aperçut la fumée de loin. Il pressa le pas, puis se mit à courir. Son cœur battait à tout rompre. Un pressentiment terrible l'envahit. Il arriva trop tard. La maison n'était plus qu'un amas de braises fumantes. Il trouva les corps carbonisés de sa famille dans les décombres. Martha avait tenté de protéger les enfants de son corps, en vain, dans la neige autour de la maison. Des traces de bottes militaires, des restes de bouteilles d'alcool, une douille de cartouches gravée des initiales du fort Laramie.
Elias s'effondra dans la neige. Il pleura jusqu'à ce que ses larmes gèlent sur ses joues. La douleur était insupportable. Elle se transforma lentement en une rage froide, une détermination implacable, cette nuit-là. Elias Carter mourut aussi. À sa place naquit un homme nouveau. Un homme sans rien à perdre. Un homme avec un seul objectif, la vengeance. Il enterra sa famille au pied du grand chêne que Martha aimait tant. Il récupéra une balle en argent que son père lui avait donnée, un talisman de chance. Il la garda dans sa poche, le seul souvenir de sa vie antérieure. Puis il disparut dans la nuit, comme un fantôme, comme un loup solitaire, sans laisser de traces. Les jours suivant l'incendie du ranch Carter, le lieutenant Harrison et ses hommes retournèrent au fort Laramie. Ils rapportèrent avoir trouvé une ferme brûlée, probablement l'œuvre de pillards ou d'Indiens hostiles. Personne ne posa de questions. Personne ne mena d'enquête. L'incident fut consigné dans un registre, puis oublié. Une tragédie parmi tant d'autres dans ces territoires sauvages. La vie continua au fort, comme si rien ne s'était passé. Le lieutenant Harrison fut promu capitaine 2 mois plus tard. Sa carrière progressait. Il célébra sa promotion avec ses hommes. Aucun remords, aucun regret. Juste la satisfaction d'un homme qui se croit au-dessus des lois. Pourtant, un sentiment d'inquiétude commença à s'installer parmi les soldats du fort. Des rumeurs circulaient, des histoires étranges, des disparitions inexpliquées. Le premier à disparaître fut le soldat Cooper, l'un des hommes qui avait participé à l'attaque du ranch. On le trouva 3 jours plus tard, à 20 miles du fort, pendu à un arbre, sur son torse, gravé au couteau. Un simple message, justice. Les autorités militaires conclurent à l'œuvre de maraudeurs. Une mesure de représailles peut-être. La tension monta d'un cran au fort. Les patrouilles furent doublées. Les permissions restreintes. 1 mois plus tard, ce fut au tour du caporal Wilkins, un autre membre du détachement de Harrison. Il disparut lors d'une mission de reconnaissance. On retrouva son cheval, mais pas son corps, juste son insigne militaire cloué à un arbre, avec le même message, justice. La peur s'installa au fort Laramie. Les soldats refusaient de sortir seuls. Même les plus aguerris sentaient une présence invisible qui les observait, qui les traquait. Le capitaine Harrison refusait d'admettre la possibilité d'un lien entre ces événements et l'incident du ranch Carter. Il redoubla de cruauté envers ses hommes, envers les autochtones, comme si la violence pouvait éloigner la menace qui planait sur lui. Pendant ce temps, Elias Carter avait complètement disparu pour le monde extérieur. Il était mort avec sa famille. En réalité, il s'était transformé. Il avait abandonné toute humanité, toute civilisation. Il vivait comme un fantôme, dans les forêts, dans les montagnes, observant, planifiant, attendant. Il apprit la patience du loup, la ruse du coyote, la précision de l'aigle. Il étudia chaque détail du fort Laramie, les rotations des sentinelles, les habitudes des soldats, les faiblesses des défenses. Rien n'échappait à son regard. Il devint invisible aux yeux des hommes, mais omniprésent dans leurs esprits. Les soldats qui avaient participé à l'attaque du ranch vivaient dans une peur constante. Ils sentaient une présence invisible qui les observait, qui les suivait, qui attendait le moment propice pour frapper. Le soldat Reynolds fut le 3e à disparaître, puis le soldat Miller. Chaque fois, le même modus operandi, une disparition mystérieuse, un message simple, justice. Le capitaine Harrison demanda des renforts. Il fit renforcer les défenses du fort, mais rien ne semblait pouvoir arrêter cette menace invisible. Ce justicier, implacable, que les soldats commencèrent à appeler le loup solitaire. Les rumeurs se répandirent dans tout le territoire. On parlait d'un esprit vengeur, d'un homme qui pouvait se fondre dans les ombres, qui pouvait traverser les murs, qui pouvait tuer sans laisser de traces. La réalité était plus simple et plus terrifiante. Elias Carter n'était pas un fantôme. Il était un homme avec des compétences exceptionnelles, un homme déterminé, un homme patient,
Il avait appris à se déplacer sans bruit, à vivre sans feu, à tuer sans remords. Il était devenu la justice qu'aucun tribunal ne pourrait jamais rendre à sa famille, le 5e homme du détachement. Le sergent Davis tenta de déserter. Il savait qu'il serait le prochain sur la liste. Il chevaucha pendant 3 jours sans s'arrêter, croyant pouvoir échapper à son destin. On retrouva son corps dans une rivière, à 100 miles du fort. Le message était toujours le même. Justice, mais cette fois, un ajout 5 sur 6. Le capitaine Harrison comprit alors qu'il était le dernier, que toute cette vengeance méthodique n'avait qu'un seul but, lui faire comprendre ce qu'était la peur, avant de lui prendre la vie. Il s'enferma dans ses quartiers, entouré de gardes jour et nuit. Il ne mangeait plus, ne dormait plus. Chaque ombre, chaque bruit, chaque souffle de vent le faisait sursauter. La terreur qu'il avait semée était maintenant sa compagne de chaque instant. Il savait que la mort viendrait pour lui. Il savait, et qu'elle aurait le visage d'Elias Carter. Et pourtant, le coup fatal ne vint jamais, pas de la manière attendue. Le loup solitaire avait d'autres plans pour Harrison, des plans bien plus élaborés que la simple vengeance personnelle. Car la véritable mission d'Elias Carter venait juste de commencer. Ce n'était plus seulement une question de vengeance, c'était devenu une guerre personnelle contre un système tout entier, contre l'impunité des hommes en uniforme. 50 ans s'écoulèrent. L'incident du ranch Carter fut oublié. Une note de bas de page dans l'histoire mouvementée de l'Ouest américain. Les protagonistes furent présumés morts depuis longtemps. Le fort Laramie devint un monument historique, un lieu touristique où les visiteurs venaient admirer les vestiges d'une époque révolue, sans connaître les sombres secrets qui hantaient ses murs. En 1923, un jeune historien nommé Thomas Mitchell entreprit des recherches sur les conflits entre l'armée américaine et les peuples autochtones. Il s'intéressait particulièrement aux incidents non répertoriés, aux histoires oubliées. Mitchell était différent des autres historiens de son époque. Il ne se contentait pas des récits officiels. Il cherchait la vérité, quelle qu'elle soit, quelles qu'en soient les conséquences, lors de ses recherches dans les archives militaires. Mitchell tomba sur une série d'incidents troublants survenus au fort Laramie et dans d'autres installations militaires de l'Ouest, entre 1873 et 1880. Des disparitions inexpliquées, des morts mystérieuses, des sabotages, toujours avec le même mode opératoire, toujours avec le même message. Justice. Ce qui intrigua Mitchell fut la précision des attaques, la connaissance approfondie des procédures militaires qu'elle révélait. Ce n'était pas l'œuvre d'un simple hors-la-loi, ni celle d'un groupe autochtone en représailles. C'était méthodique, calculé, patient, comme si quelqu'un avait déclaré une guerre silencieuse à l'armée elle-même. Mitchell découvrit que plusieurs officiers avaient été visés spécifiquement, des hommes avec des antécédents de violence envers les civils. Des hommes qui avaient échappé à la justice militaire grâce à leur connexion ou leur rang. En poursuivant ses recherches, Mitchell entendit parler d'une légende, celle du loup solitaire, un justicier qui aurait semé la terreur dans les rangs de l'armée pendant près de 10 ans avant de disparaître. Intrigué, Mitchell se rendit dans une petite ville du Montana où vivait un vieil homme qui prétendait avoir connu le loup solitaire. Un ancien éclaireur militaire nommé John Running Deer. Running Deer était un homme âgé, plus de 90 ans, mais son esprit était vif, sa mémoire intacte. Il raconta à Mitchell comment il avait rencontré un homme étrange dans les montagnes en 1875. Un homme blanc qui vivait comme un natif, qui se déplaçait comme une ombre, qui parlait peu, mais dont les yeux racontaient une histoire de douleur incommensurable. Running Deer lui avait offert l'hospitalité. En échange, l'homme lui avait sauvé la vie lors d'une attaque de bandits. Une amitié improbable était née. Au fil du temps, l'homme lui avait raconté son histoire, celle d'Elias Carter, devenu le loup solitaire. Mitchell était fasciné, mais il avait besoin de preuves, de documents, pas simplement du témoignage, d'un vieil homme que beaucoup considéreraient comme sénile.
Running Deer sourit. Il attendait cette demande. Il se leva lentement et alla chercher une vieille malle en cuir cachée sous son lit. À l'intérieur, un journal, usé par le temps, écrit d'une main ferme. Le journal d'Elias Carter, le témoignage complet de sa vengeance, de sa transformation, de sa guerre personnelle contre l'armée américaine. Running Deer confia le journal à Mitchell. Il lui expliqua que Carter le lui avait remis peu avant sa disparition, avec la consigne de le garder secret pendant 50 ans exactement, le temps que tous les protagonistes soient morts, le temps que la vérité puisse être révélée sans danger. Mitchell passa des semaines à étudier le journal, à vérifier les faits, à recouper les informations. Ce qu'il découvrit dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Le journal ne racontait pas simplement l'histoire d'une vengeance personnelle. Il révélait une opération d'une ampleur et d'une complexité stupéfiante. Une guerre de l'ombre menée par un seul homme contre toute une institution. Le journal d'Elias Carter commençait par le récit déchirant de la perte de sa famille, de sa douleur, de sa transformation, mais ce n'était que le début. Ce qui suivait allait bien au-delà de la simple vengeance, après avoir éliminé 5 des 6 soldats responsables de la mort de sa famille. Carter avait délibérément épargné le capitaine Harrison, non par pitié, mais parce qu'il avait compris que la mort serait une punition trop clémente. Carter avait un plan bien plus élaboré. Il voulait détruire Harrison de l'intérieur, le faire vivre dans la peur constante, le pousser à la folie, et utiliser cette folie pour exposer la corruption au sein de l'armée. Pendant des mois, Carter observa Harrison sombrer dans la paranoïa. Le capitaine devint erratique, violent. Il accusait ses propres hommes de comploter contre lui. Il voyait des ennemis partout. Carter infiltra le fort à plusieurs reprises, laissant de petits signes de sa présence. Un message gravé sur le bureau de Harrison, une balle en argent posée sur son oreiller. Des preuves de sa vulnérabilité. La stratégie porta ses fruits. Harrison perdit tout contrôle lors d'une inspection par un général en visite. Il eut une crise de démence, accusant publiquement l'armée de protéger des meurtriers, de couvrir des crimes contre des civils innocents. Il confessa le meurtre de la famille Carter, décrivit avec une précision horrifiante comment ils avaient piégé Martha et les enfants dans la maison en 1700. Flammes, comment ils avaient ri de leurs cris d'agonie. Harrison fut relevé de ses fonctions, déclaré mentalement instable, enfermé dans un asile militaire où il passa le reste de ses jours, hurlant dans la nuit qu'un loup le chassait dans ses rêves. Mais ce n'était que la première phase du plan de Carter. Le journal révélait que sa véritable cible n'était pas Harrison, mais le système qui lui avait permis d'agir en toute impunité. Carter comprit que la corruption était systémique, que des dizaines d'incidents similaires se produisaient dans tout l'Ouest, des abus de pouvoir, des crimes contre des civils, des autochtones, des métis, toujours couverts par la hiérarchie militaire. Il entreprit alors ce qui serait connu plus tard comme la campagne du loup, une série d'opérations minutieusement planifiées visant à exposer la corruption au sein de l'armée. Carter infiltra des forts, des bases, des avant-postes, récoltant des preuves, des documents, des témoignages. Il devint une ombre, un fantôme qui se glissait entre les murs, qui écoutait les conversations, qui copiait les ordres secrets. Il ciblait spécifiquement les officiers connus pour leur cruauté, pour leurs exactions, ceux qui avaient ordonné des massacres, des déplacements forcés, des violations de traités. Sa méthode était toujours la même. D'abord, la peur, des avertissements, des signes de sa présence, puis l'exposition, la révélation publique de leurs crimes. Il ne tuait plus, il n'en avait plus besoin. La peur et la vérité étaient ses armes désormais plus puissantes que n'importe quelle balle. Carter créa un réseau d'informateurs, des soldats de rang inférieur dégoûtés par ce qu'ils voyaient, des civils courageux, des autochtones qui connaissaient le terrain mieux que quiconque. Il établit des contacts avec des journalistes, des politiciens réformistes, des avocats. Il leur fournissait des preuves irréfutables, des abus commis au nom de l'expansion vers l'Ouest. Le journal détaillait comment Carter avait orchestré la chute de 3 généraux.
de 12 colonels, de plus de 20 capitaines, tous impliqués dans des exactions contre des civils. Il révélait comment Carter avait exposé un réseau de corruption impliquant des officiers supérieurs et des entreprises fournissant du matériel défectueux aux troupes. Comment il avait dévoilé des détournements de fonds destinés aux réserves indiennes. Plus choquant encore. Le journal prouvait que Carter avait réussi à infiltrer le département de la guerre à Washington, qu'il avait eu accès à des documents classifiés révélant une politique délibérée d'extermination de certaines tribus malgré les traités de paix officiels. Les pages du journal décrivaient une opération d'une ampleur stupéfiante, menée par un seul homme, motivé par une perte personnelle, mais qui avait évolué vers une quête de justice bien plus large. Carter était devenu plus qu'un vengeur. Il était devenu un justicier, un révélateur, un homme qui avait compris que la véritable justice ne passait pas seulement par la punition des coupables, mais par la transformation du système qui les avait créés. Le journal révélait que plusieurs réformes majeures au sein de l'armée à la fin du XIXe siècle, attribuées à des pressions politiques ou à des initiatives internes, étaient en réalité le résultat direct des actions de Carter. Le code de justice militaire fut renforcé. Des tribunaux spéciaux furent créés pour juger les crimes contre les civils. Des inspecteurs indépendants furent nommés pour surveiller le traitement des populations autochtones. Tout cela grâce à un homme que l'histoire avait oublié. Un homme qui avait sacrifié sa propre vie pour devenir l'instrument d'un changement fondamental. La dernière entrée du journal datait de 1880. Carter avait alors 58 ans. Il écrivait qu'il était fatigué, que sa mission touchait à sa fin, que le système commençait à se réformer de l'intérieur. Il mentionnait un dernier voyage qu'il comptait entreprendre, vers les montagnes sacrées des Cheyennes, là où Martha lui avait dit que les âmes trouvaient la paix. Le journal s'arrêtait là, sur ces mots simples. « Ma famille m'attend. » Je retourne vers eux la tête haute, avec la certitude d'avoir fait ce qui était juste, pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui ont souffert de l'injustice. Je pars en paix, avec ma balle en argent. Mon dernier lien avec ce monde. Thomas. Mitchell était bouleversé par sa découverte. Le journal d'Elias Carter remettait en question l'histoire officielle de l'expansion vers l'Ouest. Il révélait un aspect sombre de l'armée américaine que beaucoup préféraient ignorer. Mitchell savait que publier ces informations serait controversé, dangereux même. Mais il estimait que la vérité devait être connue, que l'histoire d'Elias Carter méritait d'être racontée. Il passa plusieurs mois à vérifier chaque information contenue dans le journal, à rechercher des preuves corroborantes, des documents officiels, des témoignages. À sa grande surprise, il découvrit que presque tout pouvait être vérifié. Les incidents mentionnés par Carter avaient bien eu lieu. Les officiers qu'il avait ciblés avaient effectivement été démis de leurs fonctions ou traduits en cour martiale. Les réformes qu'il avait contribué à mettre en place étaient documentées. Même si son rôle était resté dans l'ombre, Mitchell parvint même à retrouver la trace du capitaine Harrison, interné dans un asile militaire en 1875, diagnostiqué comme souffrant de délire paranoïaque, mort en 1883, toujours hanté par le loup de ses cauchemars. Plus remarquable encore, Mitchell découvrit que certaines des réformes attribuées au président Grant et à son secrétaire à la guerre avaient été initiées suite à la réception de dossiers anonymes contenant des preuves de corruption et d'abus au sein de l'armée. Des dossiers qui correspondaient exactement à ceux décrits par Carter dans son journal. Mitchell décida de publier ses découvertes sous forme d'un livre, La campagne du loup, l'histoire secrète d'Elias Carter. Il y incluait des extraits du journal, des documents officiels, des témoignages. La publication déclencha une tempête médiatique. Des historiens contestèrent ses conclusions. L'armée nia catégoriquement l'existence d'un tel justicier. Des politiciens l'accusèrent de ternir l'image glorieuse de la conquête de l'Ouest, mais d'autres voix s'élevèrent pour le soutenir. Des descendants des peuples autochtones qui avaient conservé dans leur tradition orale le souvenir d'un
Hommes blancs qui combattaient pour la justice, des vétérans âgés qui avaient entendu parler du loup solitaire par leurs supérieurs, plus significatif encore. Des documents classifiés furent mystérieusement divulgués, confirmant l'existence d'une enquête interne au sein de l'armée dans les années 1870, sur un individu non identifié qui infiltrait les installations militaires. Le débat fit rage pendant des mois. Certains voyaient en Carter un héros, un homme qui avait sacrifié sa vie pour la justice. D'autres le considéraient comme un criminel, un terroriste qui avait pris la loi entre ses mains. La controverse atteignit son apogée lorsque le Congrès ordonna une commission d'enquête sur les allégations contenues dans le livre de Mitchell. Pour la première fois, l'armée américaine était contrainte d'examiner officiellement cette page sombre de son histoire. La commission travailla pendant 2 ans, examinant des milliers de documents, interrogeant des centaines de témoins, fouillant dans des archives poussiéreuses, oubliées depuis longtemps. Ces conclusions furent rendues publiques en 1926. Elles confirmaient l'essentiel des découvertes de Mitchell. Elias Carter avait bien existé. Sa famille avait été tuée dans les circonstances décrites. Il était effectivement devenu le justicier connu sous le nom de loup solitaire. Plus important encore, la commission reconnaissait que les actions de Carter, bien qu'illégales, avaient contribué à des réformes significatives au sein de l'armée, à une plus grande responsabilisation, à un meilleur traitement des populations, civiles et autochtones. Le rapport final incluait une recommandation sans précédent, que l'armée américaine présente officiellement des excuses aux descendants des victimes d'abus durant cette période, et qu'un mémorial soit érigé en l'honneur de ceux qui, comme la famille Carter, avaient injustement perdu la vie. Ces recommandations furent vivement débattues. Certains y voyaient une atteinte à l'honneur de l'armée, d'autres, une étape nécessaire vers la réconciliation et la vérité historique. Finalement, en 1928, un modeste monument fut érigé près de l'ancien emplacement du ranch Carter, une simple plaque de bronze portant cette inscription, à la mémoire de Martha, Samuel et Rebecca Carter, morts injustement le 12 janvier 1860. 13, et à Elias Carter, qui chercha la justice non seulement pour sa famille, mais pour tous ceux qui souffraient en silence. Le site devint un lieu de pèlerinage, un symbole de résistance contre l'injustice, un rappel que même les institutions les plus puissantes pouvaient être tenues responsables de leurs actes. Quant au journal original d'Elias Carter, Mitchell le confia à la bibliothèque du Congrès, où il reste consultable aujourd'hui. Témoignage extraordinaire d'un homme ordinaire transformé par la tragédie en agent du changement. 150 ans ont passé depuis que les flammes ont dévoré le ranch Carter. Le monde a changé, l'Ouest américain s'est transformé. Les conflits de cette époque semblent lointains, presque irréels. Pourtant, l'histoire d'Elias Carter continue de résonner. Elle nous rappelle que la justice n'est pas toujours rendue par les institutions établies, que parfois, elle naît de la détermination d'un seul individu face à un système corrompu. Le loup solitaire est devenu une figure légendaire dans la culture américaine, un symbole ambigu, à la fois vengeur et réformateur, criminel et justicier, une ombre qui hante encore la conscience collective. Les historiens continuent de débattre de son héritage, de l'étendue réelle de son influence. Certains remettent en question l'ampleur de ses actions telles que décrites dans son journal. D'autres y voient l'un des premiers lanceurs d'alerte de l'histoire américaine. Ce qui est indéniable, c'est que les réformes qu'il a contribué à mettre en place ont changé fondamentalement la façon dont l'armée américaine opère, dont elle est tenue responsable de ses actions, dont elle traite les populations civiles. Des générations d'officiers ont été formés selon des principes éthiques qui trouvent leur origine dans cette période de réforme. Le code d'honneur militaire, le respect des populations civiles, la responsabilité individuelle face aux ordres contraires à l'éthique. Tous ces concepts fondamentaux ont été renforcés suite aux révélations initiées par Carter.
les descendants des peuples autochtones qui ont souffert durant cette période voient en Carter un allié inattendu, un homme qui a traversé les barrières culturelles pour défendre la justice universelle. Son histoire est racontée autour des feux de camp, transmise de génération en génération, chaque année, lors de l'anniversaire de la mort de sa famille. Des fleurs apparaissent mystérieusement sur le monument des Carter. Personne ne sait qui les dépose. Certains disent que ce sont des descendants des personnes qu'il a aidées. D'autres prétendent que c'est l'esprit même du loup solitaire qui revient honorer sa famille. Une balle en argent est parfois trouvée parmi les fleurs. Un rappel silencieux du prix de la justice, du sacrifice d'un homme qui a tout perdu mais qui a refusé de se soumettre à l'injustice. L'histoire d'Elias Carter nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la violence aveugle, mais dans la persévérance, dans la détermination à faire ce qui est juste, même quand tout le système s'y oppose. Elle nous rappelle que les institutions ne sont pas infaillibles, qu'elles doivent être surveillées, remises en question, réformées quand elles s'éloignent de leur mission première. Servir et protéger. Et tous les citoyens, sans distinction, et peut-être plus important encore, elle nous montre qu'un seul individu, armé de la vérité et d'une détermination inébranlable, peut changer le cours de l'histoire, peut transformer la tragédie personnelle en un héritage durable de justice et de réforme. Dans les vastes étendues de l'Ouest américain, le vent murmure encore son nom, Elias Carter, le loup solitaire, l'homme qui a fait trembler une armée, non pas avec des armes, mais avec la plus puissante des forces, la vérité.